Monsieur Muret, du cabinet Algoé Consultant. Monsieur Muret, vous êtes senior manager et vous avez la lourde tâche de résumer l'enjeu et la place de l'homme dans l'industrie du futur en 8 minutes, ça vous dirait? Bonsoir à vous tous et toutes. Donc, Michael Murray, manager chez Algoé. Donc, dans le cadre de ma fonction de consultant Algoé, j'interviens dans les entreprises industrielles et de services en France, mais en particulier ici dans la région Rhône-Alpes, dont il y a un certain nombre ici présents aujourd'hui, des entreprises comme Seb, comme Somfy, comme Rollat, comme Lafarge, Michelin, etc. Le champ de compétences, mon champ de compétences spécifique, c'est le sujet de management. Et quand je dis management, c'est dans le sens de management des hommes, management des équipes, ou de manière plus globale, le prise en compte de facteurs humains dans le travail. Par ailleurs, j'ai piloté depuis, dans les dernières quelques années, un certain nombre d'études, d'exploration avec nos partenaires européens, qui ont porté sur des questions comme l'agilité dans l'organisation, les équipes autonomous teams, et actuellement, on est en train de finir une étude sur le facteur humain dans le projet d'innovation. Alors, je ne peux pas prétendre d'être là ce soir pour affirmer des vérités sur la place de l'homme, le facteur humain, dans l'usine de futur, dans l'industrie de futur. Ce serait prétentieux, risqué. Mais par contre, je pense qu'en partant des grandes tendances qui sembleraient dessiner l'industrie du futur et en s'appuyant sur ce que je qualifie comme étant le levier intemporel de facteurs humains dans les organisations, je pense qu'on peut quand même dégager un certain nombre d'enjeux, un certain nombre de questions qui se posent aujourd'hui et qui vont continuer à se poser. Le facteur temps obligeant, je vais me restreindre à évoquer 5 sujets, 7 enjeux qui me semblent absolument fondamentaux. Le premier, c'est la question de sens et d'appartenance. Et quand je parle de sens et appartenance, il y a un triptyque qui me semble important de prendre en compte. Premier, c'est le niveau d'appartenance institutionnelle. C'est-à-dire que l'homme, il a besoin de se sentir lié à son entreprise, à son entité. Il a besoin de se sentir attaché, en phase avec les valeurs, l'histoire de son entreprise. Il a besoin d'être fier de l'œuvre et de la vocation de son entreprise. Et d'ailleurs, les entreprises en profitent, ils en jouent avec des projets d'entreprise, avec un travail sur la valeur et l'identité de l'entreprise. La question se pose dans des institutionnels demain qui risquent de prendre d'autres formes, des formes multi-institutionnelles, par exemple dans le cadre de partenariat d'Open Innovation. Comment va-t-on traiter cette question d'appartenance institutionnelle? Deuxième levier d'appartenance, c'est le métier. L'homme, il a besoin, c'est une question d'identité socio-professionnelle. L'homme a besoin de s'identifier un métier clair, net, auquel il est fier, et qui lui donne place dans la société au sens large, sa place en tant qu'homme sur Terre. Avec l'émergence de nouvelles formes de métiers, de formes plus hybrides de métiers, encore une fois, comment cette question va être traitée dans l'avenir, dans l'industrie du futur? Comment on va animer, comment on va aider l'homme, les équipes, à trouver sens au métier demain? Et troisième élément dans cette question d'appartenance, c'est la question d'appartenance en collectif. On a tendance à parler d'équipe jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est la partie où l'homme il a besoin de se sentir appartenir sur le côté animal, se sentir appartenir à une équipe, un endroit dans lequel il vient se ressourcer, raconter des histoires, un lieu de reconnaissance. D'ailleurs, toutes les études sur les problématiques de risques sociaux récemment pointent l'importance de l'équipe comme lieu de ressourcement et un levier contre le stress justement. Et cette question dans l'avenir, de l'industrie de l'avenir, où un homme qui pratique un métier peut être le seul qui pratique ce métier sur un espace de travail avec d'autres métiers, comment fait-il pour trouver ce lien avec l'équipe? Je pense, et d'ailleurs c'est ça qu'on voit émerger dans les études qu'on a menées récemment avec nos partenaires européens, c'est l'émergence de quelque chose qui va au-delà de la notion de l'équipe. Probablement on va vers la notion je cherche le mot, mais une espèce de communauté de pensée, des équipes ou des communautés ou des groupes
temporelle, changeante, avec des gens qui rentrent et qui sortent, et qui prend fin une fois qu'un process ou un projet soit terminé. D'ailleurs, ce n'est pas forcément très innovant en termes d'expérience humaine. Il y a des pratiques dans le milieu théâtral, dans le milieu de cirque, dans lesquelles on trouve cette notion des équipes temporaires. Donc on peut peut-être s'inspirer. Donc, premier élément, c'est cette question d'appartenance. Deuxième facteur qui me semble important, c'est la nouvelle place que les clients vont prendre. Ils prennent déjà aujourd'hui, mais selon moi, ça va en croissance. La place que les clients vont prendre dans le système. Alors, ceci va poser, à mon avis, deux problématiques auxquelles il faut s'adresser. La première chose, c'est au plan mindset, l'impact psychologique pour le knowledge worker et pour les équipes. Ça veut dire psychologiquement d'accepter que l'autre rentre dans l'espace intime professionnel. Et là, on touche au concept de dedans-dehors. Qu'est-ce qui est dedans dans l'entreprise et qu'est-ce qui est dehors et qui doit rester dehors. Et donc, comment les équipes vont accepter cette question-là? Ça touche également, il me semble, les questions de rapport au savoir. Comment accepter d'ouvrir son savoir? Donc, c'est quand même un enjeu de pouvoir également. Comment accepter de partager son savoir avec des partenaires, privés ou institutionnels, et avec des clients. Donc, il me semble une question de mindset qui mérite attention. Le deuxième aspect qui me semble touché par la plus grande présence de clients dans le système, c'est la méthode. Et notamment, à mon avis, ça touche l'approche traditionnelle de démarche projet, management de projet. Par exemple, la notion de besoin-réponse. Si jusqu'à aujourd'hui, probablement on traite le besoin de réponse dans une logique, il y a un problème posé, on cherche une réponse, c'est donné un cahier des charges. Demain, je pense que les clients ils se dirigent vers une attente plus forte de prise en charge de manière plus intégrative, totale, une prise en charge totale. Et c'est-à-dire que ce qu'il attend des équipes, c'est la capacité de l'interroger et de faire émerger son expérience, de faire émerger des dimensions pas seulement rationnelles, mais également émotionnelles et intuitives. Donc, comment aider les équipes à développer cette capacité d'interroger et accompagner un client sur des aspects non seulement rationnels. Également, dans la démarche projet, ça probablement touche une approche plutôt, jusque-là, plutôt linéaire, j'exagère un peu, mais une démarche dans laquelle on va être plus dans une logique de réponse de foisonnance. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une qualité qu'on va instaurer dans les équipes de travail, c'est la notion de droit à l'erreur. Et ceci ne va pas de soi, parce que ça suppose que l'individu accepte le droit à l'erreur, et qu'il soit à l'aise avec ça, et que le management soit à l'aise avec ça également. Alors, dans certaines cultures, notamment les cultures latines, je pense que cette question de droit à l'erreur n'est pas aussi simple que ça. Et donc, ça mérite sans doute un travail culturel. Troisième dimension, c'est le management, justement. Alors, un de mes partenaires dans la dernière étude sur les équipes autonomes, il voulait rebaptiser l'étude la fin de l'hierarchie. La fin de l'hierarchie, une espèce de provocation. Mais, probablement, je ne sais pas si c'est une véritable provocation, quelle est la partie humoristique dedans et quelle est la part de vérité dedans. Très clairement, si on dit que la place de l'homme dans l'industrie du futur, c'est là où la machine ne peut pas y aller. C'est-à-dire que l'analyse de situations complexes, c'est-à-dire que l'arbitrage face à de multiples scénarios, donc des choses que la machine ne peut pas traiter, c'est-à-dire qu'on se dirige vers deux choses. D'abord, un homme, des équipes, avec une plus forte autonomie, capable de répondre à ces exigences-là. Et plus forte autonomie, ça veut dire des équipes plus proches des lieux de décision stratégique et plus proches des lieux d'arbitrage. Donc d'un coup, c'est un véritable impact sur la culture hiérarchique en place aujourd'hui, et notamment en place dans les entreprises industrielles françaises encore. Et donc, c'est un véritable challenge à ce niveau-là. Selon moi, on va voir émerger, c'est déjà le cas aujourd'hui, une autre façon de penser le management, une nouvelle culture managériale, et probablement se dirige vers la fin d'une certaine culture hiérarchique, mais qui ne veut pas dire la fin de l'hierarchie. Je m'explique, je pense que toute entreprise a besoin d'une fonction hiérarchique. La différence, c'est que peut-être certaines pratiques d'autorité, de contrôle, de maîtrise, peut-être n'ont plus sa place dans l'avenir si on veut faire émerger l'autonomie dans les équipes. Par contre, les équipes auraient toujours besoin d'être reliées au sens. Or, l'hiérarchie, ça veut dire quoi si on regarde l'origine du mot? Ça vient de l'ancien grec. L'hiérarchie, ça veut dire être relié au sacré. Être relié au sacré. Donc, en fait, cette question d'être relié au sacré devient encore plus importante aujourd'hui. Donc, le manager demain, il doit réfléchir plus sur le rôle de comment aider les équipes à comprendre la stratégie,
à comprendre l'œuvre qu'on cherche à produire, à comprendre ce qui bouge là-dedans. Donc c'est plus un rôle de faire sens, de faire des liens et d'accompagner l'évolution de nouvelles compétences en faisant le travail. Qui m'amène sur le quatrième point, justement, c'est les questions de compétences. Je fais le pari que la question des compétences, c'est la bataille de compétitivité demain. C'est l'entreprise qui arrive à traiter cette question-là de manière adéquate, aurait des parts de marché plus importantes. Très concrètement, ça veut dire qu'il faut savoir attirer des profils, ça veut dire qu'il faut savoir monter le système de formation qui permet de fabriquer des compétences, qu'on est capable, à peine, on n'arrive pas à même prédire, nommer, décrire aujourd'hui. Donc ça veut dire de nouvelles formes de relations avec les écoles, ça veut dire que de nouveaux dispositifs de formation interne dans les entreprises, avec de nouveaux rôles de facilitation, avec de nouvelles démarches pédagogiques, en s'appuyant sur les techniques de numérisation justement, et très probablement un challenge sur, en dehors de techniques, comment aider l'homme de se situer dans ce nouvel contexte de travail au plan psychologique. Ça veut dire que l'homme avec la machine, l'autonomie, on va parler de l'autonomie, en même temps, l'homme va se trouver dans un système de contraintes terribles. On va parler d'une très grande transparence d'informations, mais en même temps, ces informations vont servir à maîtriser, à surveiller, apprécier chaque acte, chaque mouvement de l'homme. Donc, comment il va trouver son aise par rapport à cela. Et je termine avec le dernier point, c'est les questions de régulation. Ce n'est pas parce qu'on se dirige vers notre forme d'entreprise dans le futur, donc l'industrie du futur, que la bonne vieille question de régulation va disparaître. Au contraire, je pense que parce qu'on a beaucoup de projections probablement sur ce qu'on peut faire avec l'industrie de l'avenir, mais entre ce qu'on projette et la réalité de réalisation sur le terrain, je pense que les entreprises ont intérêt de prendre ça en compte et d'installer une boucle de régulation qui rapproche les instances de direction avec les équipes. Donc il faut que cette boucle tourne rapidement et efficacement pour qu'il y ait réduit les écarts entre ce que projette la stratégie et la capacité de réalisation sur le terrain. Je vois que monsieur l'animateur, vous me regardez. Merci beaucoup, monsieur Murel, de votre éclairage. Vous avez un stand sur la partie droite à quelques mètres d'ici. Donc je reste disponible pour les échanges. Vous retrouvez sur le stand. Merci beaucoup. Et puis, merci beaucoup. Et puis, pour terminer cette séquence de